Nous allons reprendre les travaux. Je souhaite la bienvenue aux représentants du Centre québécois du droit de l'environnement. Je vous demande de bien vouloir vous présenter ainsi que les personnes qui vous accompagnent. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. Par la suite, nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Alors, messieurs, la parole est à vous. Merci, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur les législateurs, les députés. Je crois qu'il n'y a pas de Madame législateur aujourd'hui. Mon nom est Jean Berry, je suis avocat, docteur en droit, professeur de droit au département de sciences juridiques de l'UQAM et vice-président du Centre québécois du droit de l'environnement. Je suis accompagné à ma gauche de Maître Michel Bélanger, président avocat émérite, président fondateur du Centre québécois du droit de l'environnement. Je vais passer, étant donné le temps limité, la présentation de notre organisme. Je pense que vous nous connaissez suffisamment. Donc, conformément à la mission et aux valeurs du CQDE, aujourd'hui, on veut principalement aborder les droits d'accès à l'information, de participation et d'accès à la justice en matière environnementale, que je rappelle, le principe 10 de la Déclaration de Rio sur le développement durable en 1992 dit que c'est la meilleure façon de traiter les questions d'environnement, c'est d'assurer aux citoyens ces trois droits-là procéduraux. Pas une bonne façon parmi d'autres, la meilleure façon. En 1978, il y a eu une importante réforme de la loi sur la qualité de l'environnement qui donnait pour la première fois à la population du Québec certains droits en matière d'environnement. Alors, on était un précurseur. Malheureusement, ces droits-là ont resté inchangés depuis et le CQDE est tout à fait d'accord avec le ministre et le projet de loi qu'il faut absolument moderniser nos mécanismes, non seulement ceux d'autorisation, mais aussi ceux qui donnent des droits aux citoyens. Il faut rappeler que l'objectif essentiel, et on rejoint un peu les préoccupations des intervenants précédents, la réforme vise principalement à satisfaire les demandeurs d'autorisation environnementale en simplifiant les mécanismes d'autorisation, ce avec quoi on est d'accord, et en réduisant leur nombre de 30 % comme l'indique l'analyse d'impact réglementaire du projet de loi préparé par le gouvernement. Donc, l'objectif central de la réforme, quand on lit l'analyse réglementaire, c'est pas la protection de l'environnement, il n'est pas de répondre aux besoins ou exigences des seuls bénéficiaires du droit à la qualité de l'environnement, en vertu de la loi et de notre charte, que sont les citoyens et citoyennes du Québec. Une façon de le faire, d'améliorer non seulement les mécanismes d'autorisation pour les demandeurs, c'est par la fameuse disposition préliminaire dont il a été fait mention tantôt. Nous aussi, on considère que si on veut tenir compte des enseignements du droit international qui sont survenus depuis une trentaine d'années, depuis l'adoption de la LQE, entre autres, la disposition devrait clairement indiquer le caractère collectif et d'intérêt public de l'environnement, ainsi que le rôle de l'État, son gardien, de le protéger et de l'améliorer, parce que la question de la protection de l'environnement, c'est essentiel, mais l'amélioration de la qualité de l'environnement est aussi une responsabilité du ministère. L'importance de lutter contre les changements climatiques, de préserver la biodiversité en respectant la capacité de support des écosystèmes. Capacité de support des écosystèmes, c'est une notion centrale du développement durable, parce qu'on ne peut pas dépasser cette capacité-là. Et à l'heure actuelle, on trouve cette notion-là à l'article 24. Donc, Monsieur le ministre est un avocat, ça veut dire que cette notion-là ne s'applique qu'à la section des autorisations ministérielles. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que la notion de capacité de support des écosystèmes s'applique, le mot transversalité, à l'ensemble de la loi. C'est un aspect essentiel si on veut atteindre un jour un développement qui soit durable. Ce type de disposition introductive, un peu à l'exemple de celle qui est contenue au Code civil du Québec, par ailleurs, servirait à mieux baliser les nombreux pouvoirs discrétionnaires accordés au ministre dans la loi, et ce, au bénéfice de tous les bénéficiaires du droit à l'environnement. L'intégration de telles balises atteindrait aussi les objectifs de clarté et de prévisibilité dans lesquels dit s'inscrire le projet de loi. Par ailleurs, nous nous interrogeons fortement sur le sens et la pertinence d'inclure, et je cite, « les réalités des territoires et des collectivités qui les habitent » à la fin de cette disposition. Alors que les autres éléments énumérés peuvent être compréhensibles, on s'interroge sur l'objectif qui est visé par cette énumération-là. Si c'est la prise en compte des collectivités qui habitent les territoires qui préoccupent le ministère, on devrait plutôt le faire en réaffirmant le principe de subsidiarité dans la loi, qui est un principe reconnu autant en droit international qu'en droit interne canadien,
et en renforçant le rôle et les pouvoirs des municipalités dans la loi, ce qui est inexistant dans l'actuel projet de loi. Par exemple, selon nous, les municipalités devraient avoir le pouvoir d'adopter des réglementations supérieures à ce qui est prévu et adopté par les réglementations nationales au Québec. On réaffirme aussi que le droit à la qualité de l'environnement, qui est affirmé dans la loi sur la qualité de l'environnement et dans notre charte, doit s'appliquer également sur l'ensemble du territoire québécois et nous ne comprenons pas ce qui est recherché par cet ajout. Un des principaux points forts de la loi 102, et ça, j'en suis très content, j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'accès à l'information, l'Assemblée nationale m'avait remis un prix par rapport à ça, c'est la question de l'accès à l'information. Il y a des gens qui ont lu ma thèse et j'en suis très content. Cependant, et je remercie le ministre, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur ça, mais il y a une lacune quand même assez grave. Les demandes d'accès à l'information, au moment où les demandeurs d'autorisation vont déposer une demande d'accès à l'information, les documents ne seront rendus accessibles qu'une fois l'autorisation accordée par le registre de 118.5. Les demandes ne feront l'objet que d'un simple avis sur le registre, comme on peut voir actuellement. Donc, une compagnie numéro, région administrative Bas-du-Fleuve, déposée le 17 janvier 2017, une demande en vertu de l'article 22. Ça n'explique pas du tout les enjeux, les impacts, ni pour les élus municipaux, ni pour la population. Donc, impossibilité pour les citoyens de connaître, de faire des représentations. Ils obtiendront, effectivement, c'est un progrès, ces renseignements-là au moment où l'autorisation aura été émise. Et Michel va en parler tantôt. Malheureusement, à ce moment-là, ils n'auront plus aucun recours parce qu'il n'y a aucune avancée sur la question de l'accès à la justice. Sur la participation publique, encore là, il y a de nombreuses avancées qui répondent à des demandes historiques de plusieurs groupes de recherche qui avaient été avancées. Malheureusement, selon nous, la question de l'EES, si oui, c'est un progrès de mettre les évaluations environnementales stratégiques dans la loi, la mécanique qui est proposée nous semble vraiment déficiente, manquer d'indépendance, relever de la très haute fonction publique de 5 ministères qui peuvent avoir des intérêts à s'entendre entre eux et avec un rôle très limité pour le Bureau d'audience publique en environnement. Le BAP, ça aussi c'est une autre question, on est déçus de voir que toutes les propositions, recommandations à l'effet du mécanisme de nomination des commissaires n'ont pas été retenues. Ce qu'on dit, c'est qu'il y aura un mécanisme qui pourra éventuellement proposer un mécanisme de nomination des membres du BAP. Donc, sur la question de la participation citoyenne, notre principale critique porte sur l'EES, sur la mécanique comme telle, et aussi, comme les intervenants précédents, sur la question des audiences ciblées. On a vu dans le dernier rapport, dans la dernière audience du BAP sur l'Énergie Est, en vertu de 6.3, que le ministre avait donné comme mandat d'exclure les considérations économiques. On se souviendra qu'il y a eu des débats aussi entre la Régie de l'énergie, même entre le BAP, il y a eu des prises de bec, pour que si la capacité de production énergétique du Québec ne devrait pas être étudiée durant les audiences publiques du BAP, parce que ça aurait fait l'objet de débats à la Régie de l'énergie. Selon nous, et encore là, il n'y a aucune définition de qu'est-ce que ça serait une audience ciblée. Personne ne peut demander une audience ciblée en vertu du projet de loi, mais le ministre peut décider qu'il y aura une audience ciblée. À notre avis, c'est les deux grandes questions sur la question de la participation publique qui nous semblent préoccupantes. Je vais laisser la parole à Michel sur l'accès à la justice. Oui, je vais être assez bref pour prendre plus de questions plus tôt après. Dans un premier temps, au niveau des mécanismes d'autorisation, on n'a pas beaucoup d'opinions sur le fait d'avoir changé, de passer d'un régime de 22 à 4 régimes. C'est quelque chose, on vivait quand même dans un système qui ressemblait à ça, mais avec peut-être moins c'était moins clair qu'on avait 4 régimes là aussi distincts maintenant, mais pour nous autres, il n'y a pas grande différence à ce chapitre-là. Bien entendu, par contre, comme on l'avait mentionné au livre vert, donc on avait anticipé il y a plus d'un an que c'est ce qui arriverait, malheureusement c'est ce qui arrive. Ça aurait pris les règlements d'application à plusieurs égards pour savoir exactement où le ministère s'en allait sur beaucoup d'enjeux. Juste donner un exemple, quand on prend à nouvel article 24 qu'on va tenir compte des changements climatiques, c'est intéressant de le lire, mais quand on lit l'analyse d'impact du règlement, on dit clairement que ça va s'appliquer dans des cas exceptionnels, ce que donc le règlement nous aurait permis de jauger éventuellement. Qu'est-ce qu'on entend dans l'analyse réglementaire? Que l'analyse des impacts sur les changements climatiques va être faite exceptionnellement seulement. Donc, seconde, simplement pour vous aviser.
D'accord. L'autre élément, probablement l'un des éléments le plus fondamental de la loi, on l'a mentionné, vous l'avez souligné tout à l'heure, la grande discrétion donnée au ministère et au ministre dans cette loi-là est quelque chose qui est à déplorer parce que c'est un net recul. Parmi les dispositions, selon moi, une des plus importantes, c'est l'abrogation totale de la disposition d'article 24, qui était la seule disposition impérative de la loi. Le mot « doit » apparaissait une seule fois, et ça disait que le ministre, dans la délivrance des autorisations, se doit de respecter la loi. Ça a l'air, c'est tellement absurde comme disposition, tellement qu'elle est évidente, et on ne comprend pas qu'on l'ait enlevée dans la nouvelle loi. Les tribunaux s'en étaient accommodés, la jurisprudence s'est reposée là-dessus. Or, on va recommencer avec un régime totalement nouveau, et M. le ministre l'a mentionné, lorsqu'on ajoute des choses ou on enlève par le biais de l'interprétation des lois, bien entendu, on va se poser la question pourquoi le législateur est allé enlever l'obligation pour le ministre de respecter sa propre loi. Merci beaucoup, M. Bélanger. Merci pour votre exposé. Nous allons procéder maintenant à la période d'échange avec la partie gouvernementale et je vais céder tout de suite la parole au ministre. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Maître. Mécanique EES, alors, ça serait quoi qu'il faudrait qu'on fasse? Nous, on a consulté autant pour le livre vert que sur la question du projet de loi 102, des gens, par exemple, de l'Association québécoise d'évaluation des impacts que vous allez recevoir, M. Gilles Côté du Secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale. On a regardé aussi ce qui se passe dans l'État de New York, où ils ont depuis plus longtemps que nous l'évaluation environnementale stratégique des plans politiques et programmes. Et ce qui nous apparaît, parce on est dans une discussion, là, on comprend que ce qui est en avancée, c'est une avancée de mettre dans la loi une obligation de tenir des EES, mais ça apparaît quand même au niveau de la participation publique, c'est un comité interne de 5 ministères, qui sont les 5 plus grands ministères qui peuvent avoir des impacts par là. Non, mais je sais ce qui est écrit. Oui. Je vous demande qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Bien, donc, améliorer l'indépendance de votre mécanique. Par exemple, ça pourrait être le président du BAP qui pourrait participer à ça. Peut-être on peut penser au commissaire au développement durable. On peut penser à des gens indépendants de la haute fonction publique qui ont un intérêt eux-mêmes à ce que des projets qui vont découler de leur filière, de leur plan politique et programme, ne soient pas nécessairement, je ne crois pas que le BAP fasse partie nécessairement des priorités de la très haute fonction publique. On se bat souvent comme groupe, mais comme les groupes environnementaux, pour obtenir que des BAP se tiennent sur des projets ou sur des plans, des politiques ou des programmes. Donc, améliorer l'indépendance de l'organisme qui est en charge de l'évaluation environnementale. À New York, comment c'est fait? Alors, dans les cas, parce que moi, l'idée de l'EES, ça provient de la notion américaine là, de scoping. Et donc, si vous dites que vous avez étudié New York, alors qu'est-ce qu'ils font à New York? L'idée de scoping, c'est aussi ce que vous allez faire, et je vous en félicite, la question de permettre la consultation publique sur un projet initialement pour que les gens puissent s'exprimer sur les enjeux avant qu'on envoie l'entreprise élaborer une étude d'impact. Ça se fait aussi dans le cadre d'un processus. Oui, c'est pas seulement de la consultation. C'est pas seulement de la consultation. Recevoir, c'est de faire un véritable processus. Exactement. Alors, j'essaie de savoir, moi, c'est très bien, vous avez émis votre critique. J'essaie de voir, ça serait comment qu'on améliorerait le processus d'EES? À notre avis, le Bureau d'audience publique en environnement, qui est un des rares organismes, en tout cas un des organismes administratifs qui jouit d'une grande crédibilité, on voit comment c'est important quand on regarde ce qui s'est passé avec l'année au fédéral, devrait avoir un rôle dans l'EES, comme dans l'évaluation des projets, pour intégrer la démarche, pour que les mécanismes de consultation, d'information et de participation, qui relèvent de l'EES, soient pris en compte, après ce qui est considéré par tout le monde, par les audiences publiques sur des projets. Donc, il y aurait un rôle du BAP qui, à l'heure actuelle, c'est une possibilité, c'est à la discrétion. Nous, on considère que c'est absolument essentiel, si on va avoir une procédure d'évaluation intégrée, comme vous le dites, que dès le départ, le BAP ait un rôle à jouer là-dedans. Donc, si je vous comprends bien, toute la question, une EES, ça serait géré par le BAP.
tout le processus serait géré par le BAP? Au niveau de la consultation, le mandat du BAP, c'est au niveau de favoriser son mandat, vous le savez, c'est de favoriser l'information et la participation du public. Il faut que le BAP, c'est pas au BAP à contrôler ce que les ministères veulent faire en termes de filières, de nouvelles filières, de plans de politique et de programmes, mais qu'il y ait un accompagnement dès le départ pour s'assurer que l'information qui permet le scoping soit accessible au public en amont et que les gens aient confiance à la crédibilité du processus, que si c'est réservé à 5 hauts fonctionnaires, aussi honnête, je ne remets pas du tout en question cette chose-là, mais ça reste que c'est un processus qui paraît un petit peu incestueux. En tout cas, je veux juste vous rassurer, si vous pensez que ces 5 ministères-là s'entendent tout le temps, là, vous êtes radicalement dans l'erreur. Mais ils peuvent s'entendre peut-être pour ne pas avoir le BAP dans les jambes. Ça, je ne suis pas sûr, je suis radicalement dans l'erreur. Donc, on garderait la structure proposée, mais sur l'aspect audience publique de l'EES, ça, il faudrait donner ça au BAP. Ça, je comprends, c'est ça la recommandation du CQDE. La recommandation centrale au niveau de l'information, participation publique, oui, il y a des gens, vous allez en entendre d'autres, l'Association québécoise d'évaluation d'impact, qui vont dire que, par exemple, moi là, c'est plus dans la mécanique, que dans une vraie évaluation environnementale stratégique, il faut avoir des alternatives au plan, aux politiques, aux programmes. Il faut être capable d'avoir des alternatives, dont l'option 0, rien faire. Mais ça, c'est pas nécessairement ça à se retrouver dans le projet de loi. Je sais qu'il y a des gens qui vont vous en parler. Pour l'EES, encore, d'après vos recherches, dans le système qu'on a présentement du BAP, puis les évaluations environnementales qui intègrent là, un processus d'audience publique, vous voyez l'utilité de l'EES comment? Juste, je vais prendre un exemple concret. À l'époque, en 2006, quand on a décidé au Québec de développer la filière de l'éolien, le BAP, dans plusieurs de ses rapports sur des projets de développement particuliers, a dit qu'on aurait dû faire une évaluation environnementale stratégique de la filière avant de se lancer. Et quand on aurait fait l'évaluation environnementale stratégique de la filière éolienne, on aurait pu discuter, la population, le gouvernement, tous les intervenants, est-ce que ça devrait être laissé au privé, comme actuellement, ou Hydro-Québec ne pourrait pas en faire? Les distances minimales, les aspects du paysage, la question des baux, pour les gens qui laissent des producteurs éoliens sur leur terre, il y aurait un ensemble de critères qui auraient été discutés et établis au niveau national. Après ça, quand on aurait eu des audiences publiques sur un projet de développement précis de parc éolien, les gens auraient discuté des impacts locaux qui peuvent être, c'est pas tout le monde qui va être d'accord, on est tous d'accord probablement avec l'éolien, mais l'éolien, ça se fait pas nécessairement n'importe où. Il y a des gens qui ont raison de s'y opposer. Autre critique sur l'évaluation environnementale stratégique, danger. Quand on dit que c'est l'évaluation environnementale stratégique et il n'y a pas nécessairement le bon niveau de consultation et d'information qui déterminerait les conditions d'acceptabilité sociale, je ne suis pas convaincu que si les conditions d'acceptabilité sociale sont déterminées par en haut, par un mécanisme qui, selon les gens, n'est pas assez indépendant, bien, on va arriver à ce qu'on espère tous, qu'il y ait une acceptabilité sociale pour les projets. Donc, c'est un autre point là-dessus. Est-ce que je comprends bien en disant que l'EES ne sert qu'à justement adresser ces grandes questions-là? Moi, dans mes lectures à moi, je voyais aussi l'EES, c'est un « et », là, c'est pas un « ou ». La façon dont vous avez décrit, c'est approfondir une question vaste, là, comme justement la filière des éoliennes. Bon, on approfondit ça, puis là, après, ce travail-là va nous aider justement, quand on a un projet plus précis, bien, on aura déjà débroussaillé beaucoup de questions. Mais est-ce que une EES peut aussi, selon vous, servir à cerner des questions d'un projet spécifique? Bien, normalement, la doctrine sur les évaluations environnementales, je regarde en Europe la Convention d'Aarhus, là, qui s'applique quand même à 47 pays, qui porte, entre autres, sur l'évaluation environnementale stratégique, ça porte spécifiquement sur les plans, les politiques et les programmes gouvernementaux. C'est pas normalement l'EES sur des projets particuliers. Ça, c'est l'évaluation des impacts en environnement, comme on est habitué de faire au Québec depuis 1978. Et comme 10 ans plus tard, le rapport Lacoste disait déjà, bien, avant de faire des rapports sur des projets particuliers, il faudrait y aller en amont et déjà y proposer l'évaluation environnementale stratégique pour regarder les filières, par exemple, ou les différents plans politiques et programmes du gouvernement. Merci.
Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions pour cette période d'échange? Alors, le député de Mégantic. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs. Vous avez mentionné tout à l'heure quelque chose qui m'a frappé. Vous avez parlé du fait que vous désireriez ou que vous aspireriez à ce que les municipalités aient des droits qui sont supérieurs à celui du gouvernement en matière environnementale. Je ne sais pas si j'ai bien compris, là, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus parce que ça me semble un peu contradictoire avec le rôle de responsabilité traditionnelle. Maître Barry. Par exemple, j'ai un exemple concret, la situation qu'on a connue il y a peut-être dans les dernières années à Gaspé. Je rappelle que le principe de subsidiarité, qui est avancé par la loi internationale de l'environnement, qui est reconnu au Québec dans notre loi sur le développement durable, dit que les décisions devraient se prendre au niveau le plus près, qui peut être efficace. On a une loi, un règlement sur le prélèvement des eaux qui établit la distance minimale à 500 mètres, qui est adoptée par le Québec. C'est le minimum. On se rend tout à fait compte qu'une municipalité, comme il a été dit précédemment, puisse dire, nous, on s'en fout, c'est à 50 mètres. C'est la norme nationale. Mais si une municipalité considère que s'ils adoptaient une norme de 2 km, ils sont prêts, parce que c'est effectivement vrai, ils vont éliminer des entreprises qui ne viendraient pas chez eux. Peut-être qu'il va y avoir un prix économique à adopter une norme plus haute que celle qui est en vigueur au Québec. Mais c'est leur choix. En quoi ça nuit au reste du Québec que des municipalités décident d'adopter des normes supérieures à ce qui existe au plan national? À notre sens, c'est un exemple concret de l'application du principe de subsidiarité. Puis un exemple qui est vécu, c'est à la Ville de Montréal qui s'est vu accorder ce privilège-là d'avoir ses propres normes et qui a monté une norme de soufre au-delà de celle provinciale. On comprendra qu'il y avait beaucoup de raffineries à Montréal, mais ça ne l'a pas fait fuir, au contraire des raffineries. Vous allez me dire que ça se déplace pas facilement, une raffinerie, mais ça a été l'avantage des Montréalais de pouvoir avoir une norme de soufre beaucoup plus rigoureuse que celle du reste de la province. Non, je comprends bien. Donc, vous voulez avoir le droit que les municipalités aient une norme plus sévère que celle minimale du gouvernement provincial ou fédéral qui fait la même chose, là. On peut toujours serrer en descendant, c'est correct. Je comprends bien, merci. Vous avez parlé aussi de la faiblesse du système de nomination des commissaires du BAP. Pourriez-vous élaborer là-dessus? Puis, est-ce que vous avez des points de vue? Encore là... de nombreux rapports gouvernementaux, parce qu'il y a eu de nombreux projets de réforme de la loi sur la qualité de l'environnement. Il y a même eu une loi d'adopter dans les années 90 qui n'a jamais été mise en vigueur. Et cette loi-là prévoyait la nomination du président du BAP par un vote à l'Assemblée nationale des 2/3, un peu comme il se passe pour le vérificateur général, le protecteur du citoyen, etc. Nous, pour garantir parce que vous savez qu'il y a toutes sortes de débats publics qui se passent à chaque fois qu'il y a une nomination par un gouvernement ou un autre, là, peu importe les partis politiques, sur le caractère partisan ou non des nominations, parce que le BAP a quand même une crédibilité, c'est important, un rapport du BAP. Le rôle du président du BAP est important dans la nomination des commissaires qui vont entendre les gens. Donc, nous, on considère que la nomination par l'Assemblée nationale, ça améliorerait la crédibilité du processus. Et on s'interroge d'ailleurs pourquoi le projet de loi abroge l'obligation pour le BAP de déposer un rapport annuel à l'Assemblée nationale, ce qui nous apparaissait un avantage. Il y a plein d'informations pour les législateurs d'apprendre, et dans ce rapport annuel-là, le BAP peut faire mention aux législateurs de différents problèmes rencontrés. Donc, pour nous, tout ce qui sert à renforcer la crédibilité d'un processus d'information et de consultation, on est favorable. Et à notre avis, la nomination par l'Assemblée nationale sert à renforcer la crédibilité des gens du BAP. Monsieur le député? Il nous reste combien de temps, monsieur? Il reste 3 minutes. OK. On est bon. Veux-tu y aller, Glatine? Alors, monsieur le député Dubé. Merci, Monsieur le Président. Vous parlez à la page 12 que le ministère, la décision de ne pas émettre un permis peut être contestée par un promoteur, mais que la municipalité, elle, n'a pas le droit de contester justement une décision. J'aimerais vous entendre là-dessus parce que je voudrais que vous me l'expliquiez comme il faut. C'est la situation actuelle qui prévaut. Là. Malheureusement, selon nous, le projet de loi ne modifie pas ça. À l'heure actuelle,
un demandeur d'autorisation qui se fait refuser une autorisation ou imposer des conditions trop sévères peut aller devant le TAC, le Tribunal administratif du Québec. Une municipalité, un citoyen, parce qu'on considère autrement dit que le ministre peut se tromper en étant trop sévère, en refusant ou en mettant des conditions trop sévères, et qu'il y a un tribunal administratif qui peut corriger ça. Par contre, cette possibilité-là n'existe pas pour les citoyens ni les élus municipaux. On ne peut pas contester une autorisation. Le ministre, semble-t-il, ne peut, et c'est pas personnel, pas du tout, et c'est comme si les ministres de l'Environnement ne peuvent pas se tromper en donnant une autorisation, mais ils peuvent se tromper en la refusant. Et selon nous, c'est un déni de justice. On aurait espéré que... Et, par exemple, en Ontario, on en parle dans notre mémoire, en Ontario, la possibilité existe, depuis 1993, de contester des autorisations ministérielles. Et en France, c'est un système juridique différent, mais en France, toute autorisation, en droit administratif, toute autorisation d'un ministre est contestable devant les tribunaux administratifs. Et selon nous, il y a des balises à mettre là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui se préoccupent beaucoup de la sécurité juridique là, des entreprises qui vont demander des permis puis si on nous poursuit. Mais en Ontario, ça n'a pas empêché, semble-t-il, le développement de la province voisine. Donc, on pense qu'il y a des possibilités. Si je pouvais ajouter un élément, ça laisse entendre aussi, mis à part le fait que on peut juste se tromper dans un sens quand on en émet, mais si on prend pour acquis que cette loi-là, elle est là pour protéger l'environnement, si on prend pour acquis que dans cette loi-là, on donne des droits, pas à des promoteurs, on ne dit pas tout promoteur a un droit à un permis, c'est tout citoyen a un droit à la qualité de son environnement, et la Charte des droits et libertés de la personne est venue rajouter ça en 2006, le même droit. Donc, si on prend pour acquis que cette loi-là est pour protéger l'environnement, toutes les autorisations qui sont délivrées, c'est des autorisations pour polluer, c'est des autorisations qui permettent la pollution. Or, le fait de ne pas pouvoir en appliquer, que ce soit même d'une municipalité, c'est qu'on peut présumer que tous les gens qui sont exclus de ce droit d'appel-là, c'est des gens qui seraient intervenus pour dire « je pense qu'il y a une erreur dans une perspective de protection de l'environnement ». Je serais bien surpris que quelqu'un intervienne en appel d'une autorisation juste pour dire qu'on voudrait que ça pollue davantage. Donc, c'est vraiment un droit d'appel pour corriger une situation qui, en droit, est inéquitable, parce que tu ne peux pas avoir deux poids, deux mesures, un droit d'appel à sens unique, mais c'est dans une perspective aussi de protection de l'environnement. Merci beaucoup, Maître Bélanger. Ceci met fin à la période d'échange avec la partie gouvernementale. Nous allons procéder à la période d'échange avec le porte-parole de l'opposition officielle, le député de Jonquière. La parole est à vous. Oui, merci, M. le Président. Bienvenue, M. Bélanger, M. Barry. Ça fait plaisir de vous recevoir ici, comme toujours. Je constate que vous êtes quand même assez critique à l'égard du projet de loi 102 dans votre mémoire. Vous parlez beaucoup de risques accrus à certains égards. On pourra y revenir dans la discussion, voire même de plusieurs reculs, entre autres sur la question du droit d'appel, dont vous venez de discuter avec mon collègue de Dubuc. J'aimerais ça qu'on en parle davantage, mais en commençant par la question du pouvoir discrétionnaire, parce que là, dans votre mémoire, à la page 26, là, c'est même en gras. Je pense que si vous aviez pu le mettre avec des néons qui flashent, là, vous l'auriez fait dans le mémoire. Là. La formulation de cet article ne respecte pas les fondements conceptuels de la démarche d'analyse des impacts. Et en fin de compte, c'est le résultat d'une analyse sur la question du pouvoir discrétionnaire. Là, parce qu'à la page 25, à la suite de l'article 24, troisième paragraphe, vous dites « D'une obligation, le projet de loi n'exigera plus que le ministre prenne notamment en considération certains éléments. » Alors, j'aimerais ça vous entendre davantage là, sur cette question du recul la qualification de recul, au fond, là, reliée au pouvoir discrétionnaire. Oui, mais je l'ai esquissé rapidement tout à l'heure. Quand la loi a été rédigée, probablement que le barreau va avoir l'occasion de revenir. Je n'ai pas lu leur mémoire, mais j'anticipe, c'est un élément qui va les fatiguer aussi. C'est qu'il y a une logique intrinsèque dans cette législation-là. Il y a effectivement beaucoup de pouvoirs discrétionnaires qui sont donnés. Il y a une marge de manœuvre importante, mais il y a un minimum d'encadrement. Et quand on parlait que cette loi-là devait avoir de la clarté et de la prévisibilité,
on comprend mal comment on peut substituer un processus qui quand même encadrait. Nous, dans le cadre du livre vert, on avait recommandé qu'en tablant sur ce qui avait déjà été décidé par les tribunaux, qu'on puisse au moins baliser cette discrétion ministérielle-là, comme par exemple, en fonction de précédents qui ont eu lieu, à savoir, je ne sais pas moi, lorsqu'un projet se déroule dans l'habitat essentiel d'une espèce menacée, on se doit d'en prendre en considération. Ce sont des impératifs, à notre avis, environnementaux, mais on parle d'impératifs. Et que lorsqu'une disposition, et la seule de la loi mentionnait que le ministre se doit de respecter sa loi en émettant ses autorisations, et qu'on retire cette disposition-là pour dire que le ministre peut considérer X, Y, Z, autre chose, nous, comme juristes, on saute ça de haut parce qu'il y a une finalité claire dans une disposition comme celle-là. Je l'ai dit très rapidement tantôt dans mon exposé, mais ça va jouer dans deux sens. Autrement dit, le fait de l'avoir enlevé va être éventuellement interprété comme étant il y avait bien une raison qui a fait que les tribunaux l'ont retiré. Et toutes les causes qu'on a vues dans le passé, dont l'affaire des Beluga, la juge Roy s'est reposée là-dessus en disant, écoutez, il y a une logique dans la loi, c'est l'article 22, qui est l'autorisation, ce qu'on amende ici, 24 qui disait dans quelles conditions tu peux l'émettre, et l'article 20 qui disait que tu ne peux émettre un contaminant susceptible de porter atteinte à l'environnement. Et dans son jugement, elle a dit, et l'environnement, il faut être d'autant plus prudent lorsqu'il s'agit d'une espèce menacée. Cette logique-là, je crains et nous craignons que le fait d'avoir changé cette disposition-là de la loi à elle seule va marquer un recul dans l'interprétation. On est parti sur une prochaine vague d'interprétation. Et honnêtement, d'augmenter la discrétion ministérielle limite les pouvoirs de contrôle et d'abus potentiels de la part de l'appareil gouvernemental. Et c'est à déplorer. Autant l'industrie va probablement dire il n'y a pas de discrétion, mais il faut comprendre que lorsque nous, on dit on doit limiter la discrétion, c'est dans une perspective essentiellement de protection de l'environnement. Quand c'est certain qu'on ne doit pas aller là ou que ça ne doit pas se faire, il n'y a pas de raison de ne pas encadrer cette discrétion-là du ministre. D'ailleurs, ça va être prévisible pour tout le monde. Comme je l'ai mentionné, il n'y a pas de droit à développer, il y a un droit à protéger. Vous dites au fond la même chose concernant le pouvoir discrétionnaire du ministre d'ordonner des consultations ciblées et de réduire les délais. Alors, est-ce que vous nous suggérez ou vous nous recommandez de baliser, que ce soit sur la question justement du pouvoir discrétionnaire de façon large à l'article 24 ou du côté des consultations ciblées, vous nous proposez d'amener des balises ou de carrément arriver avec une obligation comme le verbe doit? Me trouver, et je ne suis pas contradictoire en disant ça, parce que je m'attends à ce qu'il y ait une nuance qui soit faite quand on demande de baliser le pouvoir discrétionnaire du ministre et quand l'industrie va demander la même chose, les promoteurs. On ne vise pas le même objectif. Lorsque dans la loi, et là-dessus, on a eu quand même des discussions assez importantes parce qu'il y a de la discrétion qui est mise dans cette loi-là qui n'est pas nécessairement mauvaise. On avait de recommander dans le livre vert, et il y a des mécanismes qui ressemblent à ça dans le projet de loi, de permettre, par exemple, d'upgrader le degré d'évaluation environnementale lorsqu'un projet le nécessite. Donc, non, effectivement, non, mais c'est parce que là où il y a une nuance, effectivement, qui est importante, parce que je tiens à la faire, c'est qu'à partir du moment où il y a un risque que l'absence de ou l'augmentation de discrétion fasse en sorte qu'on va reculer au niveau de la protection de l'environnement, là, effectivement, c'est un moins. Et on estime, nous autres, qu'à partir du moment où on peut ne pas respecter la loi sur la qualité de l'environnement en délivrant une autorisation, c'est un recul. À partir du moment où est-ce qu'on peut passer à travers l'habitat essentiel d'une espèce menacée, c'est un recul. Autrement dit, si les pouvoirs discrétionnaires sont donnés au ministre de manière à s'assurer qu'il peut, parce que la loi vise à la protection de l'environnement, pas au développement du Québec, il ne faut pas compromettre ce développement-là, mais il faut protéger l'environnement de façon primordiale. Si le ministre a, dans certains cas, l'opportunité de moduler l'exercice du processus de décision, soit ça peut être effectivement environnementalement une bonne chose. Mais il y a comme un test, au fond, qui est globalement, qu'on pourrait appeler la protection de l'environnement. Et on doit toujours interpréter ou essayer de baliser ce pouvoir discrétionnaire en fonction de ce test, d'une certaine manière. C'est un peu ça que vous dites. Que la loi va survivre aux différents ministres qui vont se succéder et tout en donnant la bonne foi du ministre actuel, on n'en doute absolument pas. Il faut prévoir qu'un jour, on peut tomber sur un ministre qui, lui, va avoir le goût d'être de faire des passe-droits. Donc, autant de discrétion, autant de difficulté de contrôler les abus.
OK. J'aimerais ça vous amener sur la question des ententes intergouvernementales. Vous en parlez à la page 40. Là, vous parlez aussi, peut-être pas d'un recul, mais en tout cas d'un risque que vous évaluez. Là, il ne faudrait pas perdre le BAP pour l'ONE ou l'AC, la consultation canadienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là, sur ce que vous évaluez comme un risque de substitution et qui pourrait se retrouver dans le projet de loi 102? Oui, effectivement, le CQDA est d'accord à la coordination des mécanismes d'évaluation environnementale. Il existe d'ailleurs un accord entre le Québec et le Canada, entre l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Là, malheureusement, l'ONE n'était pas là-dedans. Ce qui nous a fait un peu sursauter, c'est pas tellement le projet de loi, c'est que le texte de l'analyse d'impact réglementaire qui a été fait par le gouvernement à la page 17, qui dit que le Québec serait donc en mesure de demander au gouvernement fédéral la substitution ou l'équivalence de la procédure d'évaluation d'examen des impacts sur l'environnement. Au niveau canadien, il y a plusieurs provinces dans l'Ouest qui demandent, c'est le terme, là, la substitution du processus provincial par le processus fédéral. Je ne pense pas qu'ici, ça serait vraiment le cas. Quand on a lu le projet de loi, ça ne nous apparaissait pas comme ça, mais quand on lit l'analyse d'impact réglementaire, qui, je répète, est préparée par le gouvernement, là, c'est pas Greenpeace qui l'a écrite, ça nous a inquiétés et ça demanderait peut-être une clarification que oui, aux coordinations, les citoyens non plus n'aiment pas aller se déplacer à 2 endroits différents pour déposer des mémoires différents sur le même projet. Il faut se coordonner, il y a moyen de faire ça, mais non totalement à l'abandon de nos compétences pour des mécanismes d'évaluation fédéraux. OK. Merci. Merci de nous faire cette précision-là. Monsieur le député. Oui, sur la question, dans les 40 secondes, j'aimerais ça vous entendre sur l'importance pour nous, comme parlementaires, dans le travail qu'on entame, de recevoir rapidement, autant que faire se peut, évidemment, là, la question des intentions réglementaires du gouvernement. Bien, comme Michel l'a dit, dans notre mémoire sur le livre vert, il y a 1 an, on le disait, quand vous allez arriver avec votre projet de loi, arrivez avec les règlements, parce que sinon, c'est très difficile de se prononcer. On est sur les... Oui, parce que c'est très difficile de se prononcer. On est tout à fait d'accord que l'expérience accumulée permet de diminuer certaines attentes, certains niveaux d'autorisation, mais il y a aussi l'expérience accumulée qui devrait nous dire qu'il y a des projets qui, actuellement, les projets commerciaux ne sont pas évalués et qui devraient l'être. Donc, sans les règlements, c'est très difficile de se prononcer. Tout ce qu'on a, c'est le chiffre de 30 %. Merci beaucoup, Maître Barry. Nous allons procéder à la période d'échange avec le porte-parole du 2e groupe d'opposition, le député de Masson. Je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Barry, Monsieur Bélanger. Moi, je vais vous poser une question à la page 10 de votre mémoire. Vous mentionnez au 2e point qu'on fait l'introduction dans la loi d'un principe de médiation. Et puis, j'aimerais savoir, dans le fond, comment vous percevez l'introduction de la médiation? On est favorable à cette introduction-là. C'est une avancée historique qui a été demandée dans de nombreux rapports commandés par le gouvernement ou des groupes d'études indépendants. La médiation, il s'en fait depuis le milieu des années 90, même si ce n'était pas dans la loi. Le BAP fait des rapports sur la médiation. Maintenant, c'est correct, c'est dans la loi. Ce qui nous inquiète, c'est qu'à l'heure actuelle, quand il y a un processus de médiation, les gens ne perdent pas le droit à l'audience publique. Si la médiation ne réussit pas, on retourne devant l'audience publique comme c'était prévu initialement. Si le projet de loi est adopté tel quel, là, ce sera au ministre, c'est un autre pouvoir discrétionnaire qui lui est donné, de dire si oui ou non le droit à l'audience est maintenu ou s'il y aura ou non des audiences. Mais l'idée, on n'est pas obligé toujours de sortir l'arme la plus totale qui est le BAP et les audiences publiques, etc. Quand il y a 1 ou 2 requérants, il n'y a absolument aucune raison. La médiation environnementale, c'est un point positif et c'est positif qu'elle soit mise dans la loi. Je peux comprendre, c'est qu'on devrait prévoir un mécanisme après la médiation, revoir le mécanisme. En cas d'échec de médiation, actuellement, il y en existe un, il existe l'audience publique, le ministre n'a pas le choix. Là, ce qu'on dit, c'est que là, il y aurait le choix. C'est un autre pouvoir discrétionnaire qui est accordé et selon nous, en tout cas, à moins que ça soit clarifié, là-dessus, les gens ne devraient pas perdre le droit à l'audience publique.
Parce qu'il y a des gens, d'autres intervenants qui peuvent vouloir se prononcer aussi, comme Michel. Parce que l'expérience de la médiation, pour ceux qui l'ont vécu, elle a soulevé quand même beaucoup de problématiques. À partir d'une demande restreinte de groupes environnementaux de demander une audience en identifiant 1 ou 2 enjeux, on pourrait être très rapidement porté à dire on va vous recommander d'aller en médiation. Or, durant la médiation, on l'a vu, je l'ai vu dans le passé dans des dossiers, les municipalités, tout d'un coup, il y a un enjeu, l'enjeu déborde, on rajoute la municipalité en médiation. Or, et considérant que c'est un processus de décision sur des projets à impact majeur qui ont été pensés par les législateurs à l'époque comme étant un processus qui va permettre au gouvernement et non plus au ministre, parce que c'est le gouvernement qui en décide ultimement, d'avoir un éclairage général. À partir du moment où on remplace ce processus-là qui est destiné à éclairer le jugement de l'ensemble du gouvernement par un processus de médiation sur des enjeux ciblés, il y a un risque, effectivement, de banaliser et de limiter les enjeux. Donc, il faut être en mesure, s'il y a un échec, de retourner à l'esprit général de ce que veut être cette procédure-là d'impact pour des projets majeurs, à savoir d'éclairer le gouvernement sur sa décision. Excellent. On va aller à la pause dans la partie que vous êtes en désaccord. Le dernier point, vous, dans le fond, vous dites que le projet de loi écarte totalement l'idée de permettre aux citoyens et aux municipalités d'être minimalement consultés et informés dans le cadre des autorisations émises sur l'article 22 pour les projets de forage ou de fracturation dans le shale. Je ne sais pas si vous pouvez me donner plus de détails, s'il vous plaît. Oui. En 2010, suite à la controverse du gaz de schiste dans les basses-terres du Saint-Laurent, le gouvernement libéral, votre prédécesseur, M. Arcan, avait fait une modification au règlement d'application sur la loi sur la qualité de l'environnement qui permettait, dans les cas de fracturation et de forage dans le shale, une consultation des citoyens et aussi des municipalités. C'est l'article 8 du règlement. Nous, on aurait espéré, c'est le seul cas, le seul type d'autorisation sur l'article 22 où les gens sont consultés et informés préalablement. Nous, on aurait espéré qu'en modernisant la loi sur la qualité de l'environnement, qu'on élargisse, il y a pas mal de raisons au Québec sur d'autres projets que la fracturation hydraulique. À l'heure actuelle, ça s'est fait une fois à Port-Meunier, en Anticosti, mais il y a sur l'ensemble le règlement qu'on n'a pas sur les autorisations ministérielles, à notre avis, ces autorisations ministérielles-là, ces projets-là, devraient prévoir un mécanisme d'information et de consultation, pas seulement des citoyens, mais des municipalités sur les territoires desquels ces projets-là vont se faire. Merci de la précision. J'aimerais vous emmener aux pages 42-45 de votre mémoire dans lesquelles vous commentez sur la section 3 des établissements industriels. Je ne sais pas si vous avez pas eu la chance d'en parler encore, mais peut-être vous pourriez faire vos commentaires. Ça a été énormément de travail, ce projet de loi-là. Ça remettait en question des morceaux importants de la loi. Et honnêtement, c'est le volet que j'ai tenté de le comprendre parce qu'on manque beaucoup de... On a réduit, on a changé, on annonce un règlement. On ne sait pas tout à fait si on a vraiment changé le programme de réduction des rejets, le PRRI, par un nouveau système qui va s'appliquer à d'autres choses que des catégories de projets. Mais... Et quand on regarde techniquement, puis quand je vous dis ça a été un exercice de fou parce qu'on cherchait les morceaux, voir s'il y en avait eu qui étaient enlevés complètement. On voit qu'on ramène ça au régime de 22 pour de nouveaux projets, mais ça fait quand même particulier selon la compréhension qu'on a eue du processus, que pour certains projets industriels, on pourrait obtenir une autorisation sans autre consultation sur un simple 22 comme on l'a mentionné, comme on l'a déploré aussi un peu, et que ce projet industriel-là pourrait éventuellement être soumis à ce régime-là, qui verrait une consultation publique seulement lors de son renouvellement 5 ans après le programme. Donc, ça fait juste témoigner qu'on a de la bonne volonté, mais en déplaçant les morceaux, on se rend compte qu'il y a une incohérence qui pourrait être remplacée par quelque chose de beaucoup plus cohérent. Les gens sont informés en amont d'une demande de permis, peuvent y participer lorsqu'on donne le permis pour construire l'usine. Et s'il y a un examen, il y a une suite et qu'on module les conditions d'exploitation, bien soit qu'ils soient consultés aussi. Merci beaucoup, Maître Bélanger, Maître Barry, pour votre participation à cette commission. Je vais suspendre les travaux quelques instants pour permettre au troisième groupe de cet après-midi de prendre place.